Bonjour à tous. Lors de son interview le mercredi 14 octobre 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place d'un couvre-feu à partir du samedi 17 octobre 2020 à minuit en Île-de-France et dans 7 autres métropoles, Lille, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne, de 21h à 6h du matin. Alors, bien évidemment, tout le monde en a parlé. Malheureusement, vendredi, en fin d'après-midi, nous avons eu, avant le début de ce mini-confinement, si j'ose dire, de ce couvre-feu, il y a eu un attentat terrible contre un professeur à Conflans-Sainte-Honorine. Évidemment, ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est le sujet du couvre-feu, mais c'était dans la même séquence, donc c'était important à signaler. Bien évidemment, sur ma chaîne, ce sujet-là a été censuré. On l'a bien vu, notamment sur une vidéo sur le 11 septembre. Donc ce type de sujet, malheureusement, de toute façon, on peut retrouver dans plein de vidéos YouTube. Mais bon, je pense que les gens ont compris à peu près, ce type de choses. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Même s'il y a toujours des choses à dire sur ce qui s'est passé, bien sûr. Mais bon. Moi, je suis encore sur YouTube. On a bien vu ce qui s'est passé avec les pro-QAnon, les pro-Trump. Comme les décodeurs par exemple, leur chaîne a été supprimée, peut-être par rapport aux élections, par rapport à, on ne sait pas les événements qui va se passer. Donc moi je reste vigilant aussi par rapport à ma chaîne. Je sais qu'elle est surveillée, entre guillemets, donc alors que c'est des liens internet. En plus là, la moitié des sites quasiment c'est de l'officiel, donc c'est quand même assez dommage. Quand même, puisque mon vocabulaire est très net. Et donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand même, sur le sujet du terrorisme, malheureusement, sur ma chaîne, ça va être compliqué. Mais de toute façon, le plus important, c'est de voir les projets mondiaux globaux, dont je parle dans les The Economist. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, avant d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, probablement par rapport à l'État français par manque d'anticipation, mais en réalité, bien évidemment, c'est assez étrange et d'analyse cohérente, un manque d'anticipation et d'analyse cohérente. L'histoire du couvre-feu en France. Alors, il me semble que la reprise épidémique provient des cas positifs ici des tests PCR, il me semble. Il y a aussi, je pense, une autre vidéo à faire sur les masques et les tests PCR, ça c'est un domaine un peu plus scientifique, un peu plus technique, qui est une autre vidéo. Là, c'est une vidéo un peu plus stratégique, un peu plus géopolitique, stratégique intérieure, pour comprendre l'histoire du couvre-feu dans un premier temps, ici la stratégie de politique sanitaire française et comment on en est arrivé là, tout simplement. Alors sur le monde, c'est du classique, du Moyen-Âge à la crise sanitaire du Covid-19, une histoire du couvre-feu en France. C'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé. Parce que bien évidemment, il y a eu le confinement. Et là, on a un couvre-feu qui semble être les prémices d'un nouveau confinement, de toute façon. Apparu pour la première fois au Moyen-Âge, le couvre-feu a traversé les siècles, faisant sa dernière apparition à l'échelle nationale lors de la Seconde Guerre mondiale, puis de façon localisée lors de conflits passagers, comme les émeutes de 2005, dans le monde entier. Dans divers contextes, le retour au couvre-feu est employé notamment lors de catastrophes naturelles ou de soulèvements de population. Au Moyen-Âge, le couvre-feu est une mesure pour éviter les incendies. Alors que les populations se chauffent au feu de bois et vivent dans des maisons très inflammables, chaque soir, une cloche sonnait dans toutes les villes et villages du pays pour signifier qu'il était l'heure d'éteindre son feu ou de le couvrir avec une plaque en fonte afin d'éviter les risques d'incendie la nuit. Il ne s'agissait donc pas encore d'une interdiction de sortir dans les rues à certaines heures, mais l'idée du couvre-feu qui consiste à prendre une mesure liberticide pour éviter la propagation d'une situation dangereuse est restée. C'est Guillaume le Conquérant qui aurait permis l'évolution du couvre-feu vers sa définition actuelle. Après son sacre comme roi d'Angleterre en 1066, alors qu'il faisait face à une fronde de certains Anglais, il aurait instauré un couvre-feu
pour mater toute rébellion, rapporte l'Obs, le mot anglais pour désigner le couvre-feu, curfew, d'ailleurs tiré de l'ancien français. Durant le siècle précédent, hein, la période du couvre-feu la plus marquante reste celle de l'occupation allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, il pouvait être imposé par les autorités occupantes, mais aussi par la défense passive, au nom de la protection des civils contre les bombardements alliés, rapporte encore l'Obs. À la fin de l'année 1941, le couvre-feu est imposé sporadiquement, hein, selon les régions d'opposition qui y règnent. L'objectif est alors d'empêcher les actions clandestines et nocturnes de la résistance en 1942, en février 1942. Les Juifs font l'objet d'un couvre-feu plus sévère qui les oblige à rester chez eux de 20h à 6h. Durant la guerre d'Algérie, le massacre du 17 octobre 1961, le couvre-feu revêt une dimension légale depuis le 3 avril 1955, lors de l'instauration de l'état d'urgence dans la loi pour faire face aux attentats commis par le Front de libération nationale dans le contexte de la guerre d'Algérie. Cette loi permet au préfet d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et aux heures fixées par arrêté. Même si le mot ne figure pas dans toute lettre dans le texte de loi, il s'agit de la possibilité d'instaurer un couvre-feu. À l'époque, hein, l'idée était de surveiller les populations arabes en Algérie et de faciliter l'interpellation des suspects contraints de rester chez eux pendant certaines heures. En octobre 1961, le couvre-feu est instauré à Paris par le préfet de police Maurice Papon, condamné en 1998 à 10 ans de réclusion pour son implication dans la déportation des Juifs de la région bordelaise. La mesure ne concerne que les Français musulmans d'Algérie, soupçonnés d'être de possibles combattants indépendantistes. Et là aussi, on stigmatise aussi pas toute la population, mais à travers le terrorisme, on vise quand même une religion, même si on parle de la branche extrême, si je veux dire, de cette religion. Et là, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Conflans, on est à peu près dans le même raisonnement, mais avec une autre stratégie politique. Mais il y a toujours, à l'époque c'est les juifs, ensuite musulmans en Algérie, etc. Malheureusement, hein, ça dépend, mais il ne faut pas enlever du contexte ce qui s'est passé à Conflans par rapport au raisonnement historique du couvre-feu. Et c'est ce que je suis en train de dire. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre ce couvre-feu discriminatoire. La manifestation est violemment réprimée et plus d'une centaine d'Algériens sont exilés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine. Une nouvelle fois, le couvre-feu renvoie à une période tragique de l'histoire du siècle écoulé. Pendant les émeutes de 2005, des couvre-feux visant les mineurs. En 2005, l'état d'urgence est proclamé lors des émeutes dans les banlieues consécutives à la mort de Zied Bena et Bouna Traoré dans un transformateur à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, alors qu'ils étaient poursuivis par la police à l'époque. 25 départements, dont Paris, sont concernés par le décret d'application du couvre-feu, mais tous ne décidèrent pas d'y recourir. Épicentre des émeutes, l'Île-de-France ne l'instaure pas, contrairement au département de l'Eure et les Alpes-Maritimes. Dans ce dernier département, le couvre-feu instauré dans 21 communes entre 22h et 5h concerne seulement les mineurs. Durant les attentats du 13 novembre 2015, le retour de l'état d'urgence. En 2015, après les attentats de Paris et Saint-Denis, le président de l'époque, François Hollande, annonce la mise en place de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire français, permettant au préfet d'instaurer un couvre-feu. Dès le 16 novembre, le maire de Hyères, Nicolas Dupont-Aignan, met en place un couvre-feu en direction des mineurs de moins de 13 ans. La ville de Sens-Yonne, elle, impose cette mesure durant 3 jours à l'ensemble de la population dans le quartier des Champs-Plaisants. Ces dernières années, plusieurs couvre-feux locaux ont été instaurés au nom de l'existence de risques particuliers. Cela a notamment été le cas à Étampes dans l'Essonne, à Fréjus et la Seine-sur-Mer dans le Var, où la mesure concernait des mineurs. Donc là, on a des couvre-feux. On a bien vu ce qui s'est passé à Champigny, bien sûr, mais là, les derniers couvre-feux historiques, c'était par rapport, ça concerne les mineurs. Là, pour le coup, on a des couvre-feux, mais pour le coup, on a plein de secteurs de métiers qui sont touchés, et même les salles de sport, etc. Donc ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, on a aussi un couvre-feu, un premier couvre-feu sanitaire en Guyane. Et là, il y a un mix dans le couvre-feu. C'est quand même... tout le monde est touché en fait, c'est quand même assez terrible. Depuis mai, c'est tout un département, la Guyane, qui expérimente une sorte de couvre-feu sanitaire à la carte. Depuis juin, le préfet a publié des dizaines d'arrêtés
successifs, modifiant les horaires et ajoutant des communes à la liste en fonction. Excusez-moi, ça c'est. Alors, où est-ce que j'en étais? En fonction de l'évolution de l'épidémie au risque d'une annulation par le tribunal administratif de Cayenne le 27 mai pour 12 des 22 communes pour lesquelles, selon nous, le couvre-feu ne se justifiait pas. Ce qui est intéressant, c'est de connaître la chronologie de ce qui s'est passé pour nous rafraîchir l'esprit. Et c'est le site actuorange.fr qui va s'en charger. Mais évidemment, il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Évidemment, je vais en parler de ce qui s'est passé avec Agnès Buzyn et de l'hydroxychloroquine. Et c'est ça qui est important. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, par rapport à l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, il y a une anticipation de quelque chose. Pourquoi elle anticipe? Alors que c'était au mois de janvier, l'arrêté du 13 janvier. Alors que là, c'est le 15 février, on a un premier mort en France. Pourquoi elle fait un arrêté le 13 janvier? Elle est dans une anticipation de quelque chose, Agnès Buzyn. Et là, c'est inexorable. On a l'impression, et c'est ça qui est important à comprendre. Covid-19, l'épidémie en France en quelques dates clés. Du premier décès en février à la deuxième vague, voici un rappel des grandes étapes de l'épidémie de Covid-19 en France en quelques dates clés. C'est quand même extrêmement important. 15 février, premier mort. Un touriste chinois de 80 ans meurt à Paris du Covid-19. Il s'agit du premier décès officiellement signalé hors d'Asie depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. 15 jours auparavant, Paris et Bordeaux avaient enregistré les 4 premiers cas officiels en Europe, tous originaires de Chine ou y ayant séjourné. 16 février, Olivier Véran succède à Agnès Buzyn, candidate à la mairie de Paris, comme ministre de la Santé. 29 février. En plus, le timing est terrible. Ah, voilà. Mais le timing est absolument terrible. Là, c'est même plus de la négligence. On est au début d'une crise sanitaire. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Et en plus de ça, les ministres se passent le pouvoir, si j'ose dire. Là, très clairement, c'est terrible. Le 29 février, après le cap des 100 cas franchis, le rassemblement de plus de 5000 personnes sont interdits. Les masques et gels hydroalcooliques sont réquisitionnés. Là, cette année, plus rien comprendre. Fermeture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous. On change de ministre en début de crise sanitaire. Il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus pénalisant, si je veux dire. Et c'est surtout l'arrêté du 13 janvier concernant l'hydroxychloroquine qui est terrible, qui est incompréhensible. 14 mars, fermeture des bars et restaurants. Les restaurants, bars et cinémas ferment le 14 mars. Les crèches, écoles et universités le seront 12 jours plus tard, le 15, le premier tour des élections municipales, et cependant maintenu. C'est incroyable. 17 mars, confinement. À midi, on pouvait très bien reporter au mois de juin l'élection, quoi. Sachant très bien que c'est une période estivale et que les virus circulent moins. Sont moins virulents, quoi. À midi, la France se confine, le second tour des municipales est reporté, les réformes sont suspendues. Le manque de masques et de tests, l'utilisation controversée d'un dérivé de l'antipalidien-chloroquine alimente les polémiques. Alors, ça reste un virus. C'est le SRAS, on n'en parle pas assez dans les médias que les symptômes qu'on dit de Covid-19 est issu du virus SRAS-CoV-2 qui a été modifié. Alors, on a tous vu la vidéo du 20 août de la chaîne Jasper Madère avec des documents officiels qui n'ont pas été contredits par l'Institut Pasteur. Donc là, pour le coup, on a un peu plus d'informations, que c'est un SRAS-CoV-2 modifié et que, bien évidemment, l'antipalidien-chloroquine peut fonctionner, puisque dans le SRAS-CoV-2 modifié, bien évidemment, il y a des rajouts de séquences de malaria. Et donc, ça peut aider en début de symptômes de Covid, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, associée à l'azithromycine, peut, en début de symptômes,
guérir, si j'ose dire, éteindre les symptômes. Et malheureusement, et c'est pour ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est ce raisonnement-là, c'est-à-dire on change de ministre, on prépare hein, l'opinion, c'est-à-dire on fait un arrêté du 13 janvier, hydroxychloroquine, le 13 janvier. Le 13 janvier, avant même qu'il y ait un premier mort en France, du Covid, on va dire. Il y a un arrêté du 13 janvier pour dire que l'hydroxychloroquine est substance vénéneuse. Mais là, on marche complètement sur la tête. C'est quand même assez terrible. La situation se tend, hôpitaux débordés dans l'Est, en Ile-de-France, au lieu de mettre en place le 13 janvier, c'est-à-dire qu'elle a un raisonnement et elle est informée de beaucoup de choses. Voilà. De l'Institut Pasteur ou d'autres structures ou du laboratoire P4 de Wuhan, elle a des infos. Elle ne peut pas, le 13 janvier, Agnès Buzyn ne peut pas dire que l'hydroxychloroquine est, comment dire, substance vénéneuse si elle n'a pas d'infos. Donc au lieu de, elle a le temps quand même en janvier de mettre en place une structure, parce qu'il y a des choses, on verra, pour mettre en place par rapport aux hôpitaux, des lits, réanimation, etc. La seule chose qu'elle fait en janvier, courant janvier, alors qu'elle a beaucoup d'informations, elle a toutes les infos, précisément, ça c'est clair, c'est de dire que l'hydroxychloroquine est substance vénéneuse. C'est incroyable, c'est terrible. Aucune polémique, ça c'est le mainstream, le récit mainstream, ça. La situation se tend, hôpitaux débordés, hein, malades évacués vers des régions moins touchées, soutien de l'armée. Et justement, le soutien de l'armée, ça sous-tend une loi martiale. Hein, ça sous-tend la résurgence hein, d'une loi martiale. Le PIB chute de plus de 5% au premier trimestre. Un plan d'urgence de 100 milliards d'euros est annoncé pour les entreprises. Bien, hein, je parle souvent des banques et des imprimantes. Voilà, on ne va pas y revenir, c'est de l'imprimante. Ça ne vient pas de l'économie réelle. C'est de l'imprimante de la Fed qui nourrit tout le monde. Alors, 7 avril, le seuil des 10 000 morts est dépassé, déconfinement, début du déconfinement progressif. Le gouvernement annonce un plan de soutien de 8 milliards d'euros pour les secteurs automobiles et de 15 milliards d'euros pour l'aéronautique. Le 2 juin, plus de limites pour les déplacements, réouverture des établissements scolaires, bars et restaurants sur l'essentiel du territoire. 14 juin, la France au vert, hein, la France passe au vert, sauf en Guyane à Mayotte, les visites en EHPAD sont autorisées, les cinémas rouvrent, etc. Écoles et collèges accueillent pour 2 semaines les élèves. Les sports collectifs sont de nouveau autorisés. 28 juin, record d'abstention au second tour des municipales. 13 juillet, est signé un accord sur une hausse de salaire de 183 € net mensuels pour les personnels des hôpitaux et EHPAD publics. Le 14 juillet, Emmanuel Macron annonce le principe d'un plan de relance de 100 milliards d'euros, en plus des 460 milliards déjà engagés. 20 août, l'épidémie repart. Le masque devient obligatoire. Alors, dans l'historique, il me semble qu'ils n'ont pas dit que, effectivement, l'hydroxychloroquine, en mois de mars, il y a une polémique, mais ils n'ont pas dit, Actu Orange, c'est mainstream, ils n'ont pas dit que, au départ, on avait dit que le masque était un peu était interdit ou que ça ne servait à rien. Ah, ils n'ont pas dit ça. Et c'est ça qui est important, toujours le discernement, et rajouter des informations. La Direction générale de la santé avertit que l'épidémie repart à la hausse. Hein. Le 1er septembre, le masque est systématisé en entreprise et pour les enseignants, collégiens et lycéens, alors que le masque, microscopiquement, les virus passent. Au départ, c'est ce qu'il fallait faire. Hein, au départ, je ne sais pas, ceux qui avaient les symptômes, ils mettent les masques pour pas justement, je sais pas, fallait avoir une politique, mais systématisée. Le mot systématisé, on voit bien ce qui s'est passé en Suède. Hein, on voit bien ce qui s'est passé en Suède. Et c'est pas en mettant les masques systématisés qu'on va atteindre, comme on dit, une immunité collective. Je comprends pas cette politique, tout simplement. Moi, j'essaie de comprendre même le monde pour le collectif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hydroxychloroquine le 13 janvier, c'est-à-dire qu'on a toutes les infos des laboratoires. Les masques sont interdits, ne servent à rien. C'est un geste technique de la part de la pauvre Sibeth Ndiaye. Elle a arrêté le monde politique, bien évidemment, parce que là c'était plus possible d'avancer dans ce raisonnement mainstream, le récit mainstream. Avec le masque, c'est un geste technique, ça sert à rien, etc.
Mieux vaut arrêter, ça sert à rien, quoi. En fait, c'est terrible. Les pouvoirs publics tentent de diversifier les types de tests homologués pour désengorger les laboratoires pris d'assaut. Alors malheureusement, hein, les personnes prennent d'assaut les... Mais bon, ça reste un virus. Hein, c'est le corps humain, c'est-à-dire que, j'en avais parlé, aussi, mais ça c'était dans ma vidéo euh, sur coronavirus, les effets des ondes, c'est une vidéo que j'ai mis en lien, que j'ai mis en non répertorié, parce qu'à l'époque c'était quand même compliqué de parler de ça, c'était voilà, toujours Covid-19, voilà. Donc j'ai mis en non répertorié, et effectivement je disais que voilà, c'était le système immunitaire qui produit les virus. Hein, ce sont des microzymas, c'est-à-dire que ce sont des, euh, on va dire des particules cellulaires, c'est comme à l'intérieur des cellules, les appareils de Golgi, etc., comment dire, les centrosomes, les mitochondries, etc., sont des microzymas. Et malheureusement, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de ne pas comprendre ça. Je vous explique que les virus, enfin, on a toujours le sentiment que c'est négatif. Non, c'est le corps humain qui. Enfin, c'est les cellules, le corps humain qui produit les virus, le système immunitaire en réponse à certaines choses dans le corps. Alors, ça, bien évidemment, ça, c'est l'ANSEF, Plan National de Santé Publique, c'est officiel. Ça c'est un lien officiel, il n'y a aucun problème. La prévention doit prévenir. Et il faut comprendre, il faut tenter de comprendre la politique de santé publique mise en place par le gouvernement français, parce que là, très clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Édouard Philippe, Premier ministre, la prévention doit devenir centrale dans toutes les actions qui visent à améliorer la santé de nos concitoyens. Et donc, la promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la stratégie nationale de santé 2018-2022 du gouvernement. Notre pays connaît en effet un certain retard en la matière. La mortalité évitable y est trop élevée, on meurt trop souvent trop jeune en France, et une vraie politique de prévention permettrait de préserver près de 100 000 vies par an. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois en France, c'est l'ensemble du gouvernement qui s'engage résolument pour que la prévention ne soit plus seulement un concept, mais une réalité. Une réalité pour chacun de nos concitoyens, quel que soit son âge ou sa condition, et une réalité pour l'ensemble des acteurs professionnels de santé ou non, qui agissent en faveur de la santé dans toutes ses dimensions, avec une obsession, celle de l'efficacité et des résultats concrets. Donc, qu'est-ce que nous avons ici, Agnès Buzyn? J'en avais parlé notamment par rapport aux 11 vaccins, aux nourrissons, les nourrissons qui sont en pleine formation cellulaire, voilà, et on met ça dans le système immunitaire de nourrisson. Non, mais c'est absolument terrible. Depuis le 1er janvier 2018, c'est une catastrophe, tout simplement. Les priorités de la politique de prévention illustrent ma volonté de transformer notre système de santé en tenant compte des besoins spécifiques des Français dans toute leur diversité. Son approche innovante doit rendre opérationnel le premier axe de la stratégie nationale de la santé. L'espérance de vie dans notre pays est l'une des meilleures au monde. Pourtant, la mortalité prématurée demeure encore trop élevée, tout comme les inégalités de mortalité et de morbidité entre hommes et femmes, entre territoires et entre groupes sociaux. Ces inégalités sont inacceptables. Pour les combattre, nous devons intervenir le plus tôt possible et tout au long de la vie des Français sur les facteurs de risque ainsi que sur les déterminants socio-environnementaux. Promouvoir la santé, c'est avant tout promouvoir la concertation et la coordination des politiques publiques. Cette réflexion en amont est indispensable pour favoriser les compétences individuelles ainsi que des environnements physiques, socio-économiques propices à une bonne santé. Fort des orientations définies par la stratégie pour la période 2018-2022, nous mettons en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la santé des Français tout en renforçant la performance de notre système sanitaire. C'est terrible de lire ça, mais je continue, je vais jusqu'au bout. Cette double ligne directrice de la stratégie trouvera sa traduction non seulement dans les priorités de la politique de prévention, mais aussi grâce aux différents plans nationaux et régionaux de santé, ainsi qu'aux plans pilotés par les autres ministères. Je les remercie bien sincèrement pour leur engagement résolu en faveur de la santé, un engagement innovant dans sa mise en œuvre et transversale dans les politiques publiques qui leur portent. Alors, bien sûr, pour le coup, voilà, arrêté du 13 janvier,
legifrance.gouv.fr, arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes des substances vénéneuses. Article 1 est classé sur la liste des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes. Le directeur général de la santé, article 2, et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française, fait le 13 janvier. Le 13 en plus, vous voyez, donc en plus, au niveau du chiffre, c'est bien pensé tout ça. Substance vénéneuse hydroxychloroquine. Et c'est là où on rejoint le professeur Raoult, qui a défendu médiatiquement, et de belle manière aussi, et qui parle aussi des labos, Gilead et tout ça, qui parle des autres médecins, comme le professeur Lacombe et docteur Blachier, qui ont des conflits d'intérêts, etc. Donc la séquence de professeur Raoult est exceptionnelle, extraordinaire. On a, comme je disais, d'autres qui l'ont rejoint. Et c'est vraiment extraordinaire. Professeur Touliana, professeur Toussaint aussi. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est inacceptable. Hein. 13 janvier 2020, pourquoi maintenant? Voilà, là on ne peut vraiment pas être d'accord avec ça. C'est pas possible. Ça existe dans tous les pays du monde, des milliards d'utilisateurs. C'est inacceptable, tout simplement. Et il faut dire la vérité. Pour quelles sont les mesures phares pour rester en bonne santé tout au long de sa vie? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai quand même assez halluciné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Agnès Buzyn? Justement, alors ici on a les 11 vaccins obligatoires, s'informer sur les risques liés aux produits chimiques, un parcours vaccinal simplifié, grossesse, 1000 premiers jours, petite enfance, limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Non mais il faut être sérieux. 11 vaccins obligatoires, 20 examens, informer et prévenir les consommations à risque. Non mais 11 vaccins obligatoires. Dans le raisonnement, on a l'impression que les vaccins, c'est hyper positif. Dans le raisonnement, le virus, c'est hyper négatif. C'est pas ça. C'est la vie. Ce sont des petites villes. Tout ce qui est mitochondrie, etc., c'est fabriqué par la vie, quoi. Et là, on a 11 vaccins obligatoires, c'est-à-dire des injections extérieures qui viennent dans le vivant. Ça n'a rien à voir, là. Et on a l'impression que ça va nous protéger de ce qu'on fait nous-mêmes. C'est quand même terrible. Et puis on a les jeunes bilans de santé, l'école promotrice de la santé, oh, c'est terrible. Puis il y a une offre médicale renforcée en Outre-mer, bien vieillir, dépister, éradiquer l'hépatite C, dépistage du cancer du col de l'utérus. Après, bien sûr qu'il y a des choses intéressantes, bien évidemment. Mais évidemment, je mettrai un lien, c'est officiel. On ne peut pas dire que les choses ont été bien faites. Là, il y a une grosse dérive, surtout le changement de ministre en pleine crise, là, pour le coup. Alors, avant que cette crise n'arrive, eh bien, nous avons le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, le CORUS, qui gère ce type de situation et tenter de comprendre possiblement ce qui n'a pas marché là aussi. Solidarité.santé.gouv.fr, c'est complètement officiel, qui explique le fonctionnement, qui n'a pas été cohérent, qui n'a pas été logique. Mais évidemment, si on le voit sur les tarmacs des avions des États-nations qui se bagarrent pour les masques, là c'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce que c'est que le CORUS? C'est une équipe pluridisciplinaire et un vaste réseau. L'équipe est composée de médecins, pharmaciens, ingénieurs spécialisés en santé publique et gestion de la crise, bénéficient de l'appui des communicants de crise, des juristes et autres experts du ministère. Ensemble, ils définissent et coordonnent la réponse aux urgences sanitaires identifiées à partir des signalements et des informations transmises par un vaste réseau, partenaires tels que Agence nationale, ANSM, EFCF, ministères contribuant aux Outre-mer, Autorité de sûreté nucléaire, l'ANSES, Institut national du cancer, Institut international, l'OMS, etc. Donc il y a quand même plein de choses intéressantes.
Et par rapport au cluster du mariage à côté de Strasbourg, là, il me semble, et le cluster de l'Oise, voilà, il n'y a pas de raisonnement. Là, on fait des tests, et puis tout d'un coup, on a des cas, et puis on met la loi martiale quasiment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Et c'est pour ça qu'on dit que telle ou telle personne qui a un tel raisonnement est conspirationniste. Pas du tout. Il y a très clairement quelque chose qui ne va pas. La vérité, je vais remontrer encore l'arrêté du 13 encore. Ça, article 1, éclasser la liste des substances vénéneuses, l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes, ça c'est du conspirationnisme. Voilà. Tout simplement. Là, il faut être clair. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est de la conspiration, tout simplement. Aucune, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est quand même alors, une organisation gratuite et de nombreux leviers d'action en cas d'urgence. De nombreux leviers par rapport au cluster de l'Oise et du mariage à Strasbourg. De nombreux leviers. Et ce qui s'est passé à Vintigny, ou je ne sais où, là, à côté de Nice, à la frontière à Menton. Non, il faut être sérieux. De la gestion courante des alertes sanitaires à la gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle, le CORUS dispose d'une organisation adaptée et proportionnée à cette situation. On n'a pas une fois entendu le chorus dans les médias. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le chorus, pas une fois j'ai entendu le chorus dans les médias mainstream. Alors que c'est le chorus qui gère tout. C'est très inquiétant. Directeur général de la santé, Olivier Véran, ministre de la Santé, et Agnès Buzyn, je ne pense pas les avoir entendus parler de chorus. C'est possible parce que je s'écoute pas tout le temps. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vos retours, c'est possible. Donc, avec différents niveaux, alors, il y a beaucoup de choses, hein, c'est la quintation selon l'impact estimé de l'alerte. Hein, le chorus peut intervenir directement ou en appui d'un partenaire pour piloter, coordonner la gestion de la situation en lien avec les acteurs concernés. Il dispose en effet de nombreux leviers d'action. Voilà. Recours, diffusion, mobilisation de la réserve sanitaire, utilisation du système d'information, préparation et anticipation, les deux notions essentielles. Voilà, à peu près, je vais lire la quintessence parce que c'est terrible. Je suis désolé, vraiment. Alors, articulation avec le dispositif gouvernemental de la gestion en cas de crise majeure. C'est tellement terrible que je passe en fait. Hein. Je vous mets le lien et je passe parce que c'est terrible. Là, c'est absolument terrible. Il y a tout un vrai système, vraiment solide. Ça peut faire quelque chose d'excellent, vraiment. Là, ce qu'on a vu, c'est terrible. Surtout l'arrêté du 13 janvier. Là, pour le coup, ça met un coup de massue terrible, définitif. Et ça détruit tout le raisonnement. Et c'est pour ça qu'elle a été écartée aussi, parce que les gens ne sont pas stupides non plus. Ça détruit tout le système du chorus, ça détruit tout. Mettre l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, tout le système s'effondre. Ça ne peut plus fonctionner. Alors bien évidemment, il y a le schéma qui est intéressant, mais c'est tellement bien structuré ça, et quand on voit ce qui s'est passé, c'est terrible. Alors ce qui m'intéresse, c'est la vision d'un professeur d'université de droit public, Jean-Paul Marcus, professeur de droit public à l'université Paris-Saclay du 17 mars 2020 pour le coup, sur les surligneurs.eu, concernant l'état de guerre sanitaire le 17 mars, parce que c'est un terme qui a été utilisé Emmanuel Macron courant avril, il me semble. Donc c'est quand même assez important, avec cette question qu'il pose, jusqu'où cette guerre peut aller en droit. C'est aussi les travaux de réaction Web 19, aussi intéressant, de l'avocat maître Bruzard. Comme toutes les mesures de police administrative, les mesures d'urgence sanitaire portent atteinte aux libertés et en l'occurrence la liberté d'aller et venir. Elles doivent donc être proportionnées aux dangers encourus. Je ne sais pas, si je réfléchis les transports en commun par rapport au restaurant, proportionnés aux dangers encourus. Là, pour le coup, c'est terrible. Hein. C'est très clair.
C'est pour ça que je parlais, j'ai vu passer le chorus, parce que là, pour le coup, c'est terrible. Voilà, je suis désolé. Il y a toute une structure, et là, on nous dit que les transports en commun, il n'y a pas de pensée derrière. Voilà. La jurisprudence Benjamin de 1933, qui est toujours valable et qui a beaucoup servi lors des manifestations des Gilets jaunes. À ce jour, aucune voix ne semble s'élever pour dénoncer une disproportion. Cela signifie que si les dangers s'accentuent, l'atteinte aux libertés pourra être encore être aggravée. Hein. On peut imaginer des interdictions totales de sortie de domicile, la fermeture des transports en commun, ainsi que celle des routes avec des dérogations. Les militaires peuvent être appelés en renfort afin de surveiller l'application de ces interdictions, mais sans pouvoir de police. S'ils ont le pouvoir de police, effectivement, c'est la loi martiale, parce qu'une fois que les militaires ont pouvoir de police, c'est la loi martiale. Donc on y est proche quand même, parce qu'on a eu un confinement. Et on est proche de la loi martiale de façon officielle en plus. Enfin, au-delà d'un stade qui ne sont pas atteints, la question du déclenchement de l'état d'urgence a été soulevée. La propagation du Covid-19 constitue-t-elle un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public? Est-ce que les virus atteignent l'ordre public? Ou un événement présentant par sa nature et sa gravité le caractère d'une calamité publique? Apparemment non, puisque les transports en commun sont encore ouverts. Donc le péril n'est pas imminent, puisque les gens sont malheureusement entassés. On voit bien la ligne 13, les RER, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de péril imminent. Il n'y a pas de péril imminent. Il y a encore les transports en commun qui sont ouverts, donc il n'y a pas de péril imminent. L'état d'urgence n'a été déclaré à ce jour que pour des troubles à la sécurité publique. Les plus récents étant les atteintes de la muscule, comme je disais, et les plus anciens de la guerre. Bien qu'elle n'ait jamais été utilisée pour cela, la notion de calamité publique englobe aussi les phénomènes naturels dévastateurs comme les tremblements de terre, cyclones, on a bien vu dans le sud aussi, ou encore des accidents industriels aux répercussions majeures, accidents nucléaires, ou ce qui s'est passé à Rouen avec l'Ubrizol. Tous ces périls sont de nature à favoriser des troubles additionnels à l'ordre public, comme des PA, ce qui justifie aussi l'état d'urgence. Terminer ces deux paragraphes, c'est pourquoi l'état d'urgence semble bien exclu. Oui, mais maintenant, il y a l'état d'urgence. Par rapport au 20 août et la reprise. Urgence sanitaire ne rime pas avec état d'urgence, car l'ennemi n'est pas le même. L'état d'urgence est un instrument de rétablissement de la sécurité publique, alors que l'urgence sanitaire commande des mesures de protection de santé publique. L'état d'urgence renforce les pouvoirs de la police judiciaire, avec par exemple perquisition et les contrôles d'identité facilités et des assignations à résidence, autant d'outils inutiles contre une pandémie. L'état d'urgence permet également un couvre-feu, mais la police c'est général aussi. Donc là, on est bien en état d'urgence sanitaire, et donc, état d'urgence, ils ont rajouté sanitaire. Je ne sais pas comment c'est mis en place, on va essayer de comprendre, mais voilà. Ou alors, on verse dans le catastrophisme exacerbé, la pandémie devient incontrôlable, les hôpitaux débordés sont eux-mêmes vidés de leur personnel atteint, les flux de marchandises sont cassés, les vols se propagent, la population panique, et la sécurité est menacée au même titre que la santé. La littérature foisonne de ce type, l'effondrement de la civilisation occidentale, Conway, Orex, mais l'histoire en a aussi connu, crise sanitaire publique, revue et tribune. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Alors après cette vision universitaire du droit, voyons la vision juridique pour les entrepreneurs sur Weblex, l'information juridique en ligne pour les entrepreneurs, coronavirus, Covid-19, le point sur l'état d'urgence sanitaire, donc l'état d'urgence sanitaire. Dernière vérification, dernière mise à jour, 19 octobre d'aujourd'hui. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors la crise sanitaire liée au coronavirus a amené le gouvernement à proposer la création d'un état d'urgence sanitaire. Donc c'est une création. Voilà, c'est-à-dire on met état d'urgence, c'est-à-dire avec toutes ces possibilités, comme je disais, avec toutes l'état d'urgence permet également un couvre-feu. Donc à partir du moment où on peut mettre le couvre-feu en place, eh bien on dit état d'urgence et juste après sanitaire, pour justifier le couvre-feu. C'est quand même important à comprendre, alors que crise sanitaire, si on veut, vous faites des tests PCR et puis après il y a plusieurs cas. Alors, encore une fois, tous les morts de la grippe sont comptabilisés Covid.
Il y a toujours eu des morts de la grippe. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour minimiser tel ou tel problème, mais on a oublié les morts de la grippe cette année. Voilà. Et ça aussi, ça ne va pas du tout. D'autres mesures sont également attendues pour soutenir les entreprises et les salariés. État d'urgence sanitaire, une procédure spécifique. Comme l'état d'urgence, comme d'habitude, la quintessence, ça c'est vraiment pour le coup intéressant. La vision du professeur et des avocats, c'est vraiment plus intéressant que la version officielle. Parce que je me suis dit, quand je préparais, je vais lire un peu plus, mais non, là je pouvais pas lire, je pouvais pas continuer. C'était pas possible. L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie. Qu'il déclare, il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la Santé. Combien de temps dure-t-il? L'état d'urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour un mois au maximum. Ouais. Sa prolongation nécessite l'adoption d'une loi. Il en est de même s'il apparaît nécessaire dès le départ que l'état d'urgence sanitaire doit être déclaré pour plus d'un mois. Le saviez-vous? Les dispositions relatives à l'état d'urgence temporaire ont été prises à chaud pour faire face au Covid-19. Elles sont donc temporaires. L'état d'urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu'au 1er avril 2021 pour pérenniser ces dispositions. Afin d'en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire, le Parlement aura à être de nouveau consulté. Donc l'état d'urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu'au 1er avril 2021. Donc voilà. Maintenant, vous avez les dates en plus de ça. Donc, pour le coup, couvre-feu plus confinement jusqu'au 1er avril 2021. Je pense pas qu'ils vont vous lâcher. Ils vont pas lâcher, comme on dit, entre guillemets, le morceau. Voilà. Ils ont bien préparé leur séquence depuis le 13 janvier. Avec un arrêté de conspiration, en disant que l'hydroxychloroquine, c'est le seul pays au monde. Donc, c'est de la conspiration. Jusqu'au 1er avril 2021. Voilà. Là maintenant, c'est très clair, c'est officiel. 1er avril 2021. Ils ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher jusqu'au 1er avril 2021. Et puis, qui sait ce qui va arriver plus tard? On ne sait pas ce qui peut arriver. En plus de ça, avec la planète, ce qui se passe, les catastrophes naturelles, etc. Situation géopolitique, on verra ça aussi dans les économistes. En pratique, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 24 mars pour une durée de 2 mois. En état actuel, la fin de l'état d'urgence sanitaire a été donc programmée le 24 mai 2020. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 10 juillet. Fin de l'état d'urgence, aucune nouvelle prorogation n'étant intervenue, l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet, sur la quasi-totalité. En revanche, il ne prendra fin que le 18 septembre 2020 en Guyane à Mayotte. État d'urgence sanitaire, la situation a compté du 17 octobre 2020. Retour de l'état d'urgence. Face à une hausse importante de la propagation du coronavirus, l'état d'urgence sanitaire est de nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire. Donc, état d'urgence sur l'ensemble des territoires, avec mise en place du couvre-feu dans les lieux que j'ai cités. De ce que je disais. Non, non-respect du couvre-feu, on prend une amende de 135. Non, mais c'est absolument terrible. Et puis, on a mis 20 000 policiers pour ça. Là, pour le coup, dans le mainstream, on n'a que Nicolas Dupont-Aignan et Philippot qui parlent de ça. Et moi, je suis plus super, François Asselineau, mais qui n'est pas invité dans les médias mainstream parce que lui, il parle très précis au niveau de ses connaissances historiques. Et puis surtout, par rapport à la situation économique, il faut quitter l'euro, l'OTAN et l'Union européenne. Ces trois structures-là, voilà. Une fois qu'on ne parle pas de ces trois structures-là, eh bien, au niveau mainstream, on ne peut pas en parler. Donc, ils n'ont pas invité François Asselineau. Mais au moins, c'est un moindre mal que d'avoir Nicolas Dupont-Aignan et Philippot qui expliquent ce genre de choses. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, les mesures d'hygiène, distanciation, voilà, etc. La limitation des rassemblements depuis le 17 octobre 2020, un réunion d'activité sur le foyer public ou dans un lieu ouvert à public est organisé dans des conditions de nature à permettre. Les organisateurs des manifestations sur le voie public doivent adresser au préfet, etc. Non, mais je pense que vous savez tout ça, 6 personnes, les rassemblements,
les services de transport des voyageurs, c'est quand même, c'est quand même assez étrange de se dire 6 personnes, hein, les rassemblements, réunions ou activités, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus 6 personnes sont interdites, ne sont pas soumis à interdiction, et les rassemblements, réunions, activités à caractère professionnel. Mais ça revient au même. Les services de transport, les établissements, l'école, les cérémonies funéraires et les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle. Et ça revient au même. Le virus, il se dit pas, tiens, je suis à domicile, voilà. Non mais, on marche complètement sur la tête. Alors que le virus est fabriqué par ces microzymas, qui est fabriqué par l'intelligence cellulaire pour répondre en réponse à certaines choses, justement. Non mais c'est incroyable. Le préfet peut interdire ou restreindre par mesure réglementaire ou individuelle tout rassemblement, réunion, activité mettant en présence de manière simultanée 6 personnes. Non mais c'est quand même, c'est absolument terrible. Alors les conséquences pour les professionnels, en raison de l'état d'urgence sanitaire, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription des médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est quand même fin de l'état d'urgence, des barrières à ce moment, etc. Donc voilà à peu près pour ce lien. Répression du délit, etc. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Alors pour terminer cette vidéo, la situation outre-Manche et outre-Atlantique. Dans un premier temps, en Angleterre, sur aubedigital.com, loi martiale à Londres, la police a brutalement attaqué les manifestants anti-confinement. Publié le 28 septembre 2020, des dizaines, c'est important de comprendre ce qui se passe aussi ailleurs, et pour voir que c'est la même convergence vers une unité mondiale de répression finalement, ou de normalisation, comment dire, il y a un mot qui m'échappe, homogénéisation plutôt globale. Des dizaines de milliers de personnes ont rempli Trafalgar Square pour protester contre les mesures de lutte contre le coronavirus jusqu'à ce que la police n'intervienne avec vigueur. La police londonienne a violemment agressé des manifestants samedi à Trafalgar Square où des milliers de personnes se sont rassemblées au mépris des mesures autoritaires du confinement du Covid au Royaume-Uni. Des dizaines de manifestants ont été blessés lorsque les autorités sont intervenues pour mettre fin au rassemblement. Oui, dit notre consent. Nous ne consentons pas. Après plusieurs heures de discours passionnés d'orateurs comme David Icke, expliquant pourquoi le gouvernement veut maintenir indéfiniment les mesures en place comme une arme de contrôle. Alors que David Icke s'adressait à des milliers de personnes, la police anti-émeute a commencé à attaquer la foule et à prendre d'assaut la salle. Les foules à Trafalgar Square n'ont pas respecté les conditions de leur évaluation des risques et mettent les gens en danger de transmettre le virus. Non mais, c'est quand même terrible. Jamais les transports en commun, a déclaré la police métropolitaine. Cela a invalidé leur évaluation des risques, et nous avons informé les organisateurs de l'événement qu'ils ne sont plus exemptés de la réglementation. Donc on voit bien les notes de ce qui s'est passé, notamment les autorités britanniques ont sélectivement fait respecter des manifestations de masse comme celle-ci au cours des derniers mois en interdisant tout ce qui allait à l'encontre du confinement tout en autorisant, même en louant les dizaines de manifestations Black Lives Matter et autres marches d'extrême gauche qui ont librement pris le contrôle de la ville au cours de l'été. En plus de ça, il y a 2 poids 2 mesures selon telle ou telle manifestation. Black Lives Matter, oui, mais oui, do not consent, non. Voilà. Là, je pense que c'est assez limpide, c'est assez clair et net. Par exemple, le maire de Londres, Sadiq Khan, a condamné la manifestation anti-confinement de samedi. Anti-confinement, anti-masque, anti-ceci, voilà. Par contre, Black Lives Matter, oui, parce que c'est pro-système. Qualifiant, c'est la vérité, qualifiant les manifestants d'imprudents et de violents, alors que c'est la police qui a été la première citée à la violence en fermant l'événement. Quand vous êtes dans le récit mainstream, oui, on vous autorise. Voilà. C'est comme si, là, ce qu'on est en train de voir là, de la part des autorités, c'est vous êtes dans le raisonnement mainstream, le virus, il ne va pas circuler. Vous êtes dans un raisonnement anti-mainstream, le virus, là, par contre, il va circuler. Non, mais là on touche le fond, très clairement. C'est pour ça que je n'ai pas lu les sites officiels
C'est plus possible d'entendre des choses pareilles, c'est terrible. Mais je mettrai en lien quand même, parce que je suis honnête pour le collectif, et comme ça vous pouvez consulter, voilà, le comportement imprudent et violent de certaines manifestations. Alors, c'est les policiers qui attaquent et ensuite on dit qu'ils sont violents. Non, mais certains manifestants ont été déplacés par les policiers qui travaillent dur et a mis en danger la sécurité de notre ville. Ça, c'est le maire de Sadiq Khan, monsieur Sadiq Khan, hein, monsieur le maire de Londres qui se trouve en moment critique dans la lutte contre le c'est totalement inacceptable dans ce rôle-là. Nous ne pouvons pas laisser les sacrifices de Londoniens être sapés par le comportement égoïste d'un petit nombre. A-t-il ajouté, ignorant apparemment que des milliers de personnes ont assisté à la manifestation. Mais en juin, au plus fort de la pandémie, Khan a fait l'éloge de manifestations BLM, Black Lives Matter, qui défilaient à Londres en leur assurant qu'ils se tenaient. Ils n'ont pas été attaqués par les policiers. Alors, cause, sans mentionner la violation des mesures de confinement de la rue. Voilà. Donc, eux, les BLM, Black Lives Matter, eux aussi, ils violent les mesures de confinement, mais eux, par contre, ils ne sont pas attaqués par les policiers. Et on a l'éloge de Sadiq Khan. Ce sont les manifestations qui violent les mesures de confinement, les deux, que ce soit Black Lives Matter ou Would Not Consent. D'un côté, Khan, Sadiq Khan et les autorités font des louanges, et d'un côté, We Don't Consent, quand on est révolutionnaire, bah, on est réprimandé. C'est implacable. C'est ça qui est intéressant chez Hope Digital. Aux milliers des Londoniens qui ont protesté pacifiquement aujourd'hui, je me tiens à vos côtés, je partage votre colère et votre douleur. Le meurtre brutal de George Floyd doit être un catalyseur de changement. Non, eux, ils veulent tenir le raisonnement des gens. Voilà. Et puis, plus il y a des gens qui vont à Black Lives Matter, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le raisonnement mainstream, c'est-à-dire c'est le récit qu'ils ont écrit. Eux, ils veulent justement que. Ils veulent plus de gens dans les Black Lives Matter que des gens dans le We Didn't Consent, David Icke, etc. Voilà. Alors moi, bien sûr, je serais plus dans le We Didn't Consent, bien évidemment. Même si, voilà, Black Lives Matter, il faut pas mélanger les choses. Communauté noire, etc., ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est un mouvement de société maîtrisé mainstreamement, le Black Lives Matter. En plus financier, il me semble. Aucun pays, aucune ville, aucun service de police, ni aucune institution ne peut s'exonérer de la responsabilité de faire mieux. Nous devons être solidaires et éradiquer le racisme où qu'il se manifeste. Les vies noires, bon, le racisme est partout, malheureusement, et après, dire les vies noires comptent, oui, c'est un mouvement de société, ça. Tout comme la menace communiste que Winston Churchill caractérisait comme le rideau de fer, descendant sur l'Europe de l'Est pendant la guerre froide, maintenant le rideau de fer du communisme a enveloppé le monde entier déguisé en directive de confinement par les élites mondiales. Ça, c'est fabuleux comme paragraphe. C'est fabuleux comme raisonnement. Et c'est quand même très intéressant. Alors, un dernier lien sur nouveau-monde.ca. Un lien que nous a donné la youtubeuse Maria, des Résistants de la Lumière, issue des Canadiens, évidemment, qu'il faut remercier, que ce soit Maria et d'autres youtubeurs canadiens. Ben Garneau, bien évidemment, Joël Nadon, on a aussi Jean-Jacques Crèvecoeur aussi, bien sûr, et puis Alexis Cosette-Trudel, qui font des travaux, qui font des recherches, et qui sont de bons combattants pour l'information. Bien évidemment, je mets ce lien pour le collectif, n'hésitez pas à partager ce lien qui est extrêmement important. Le Canada devient tyrannique, second verrouillage total, camp de concentration pour réfractaires, par Joseph du 15 octobre, tyrannie. Et ça, c'est quand même extrêmement important, c'est incroyable. J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est concerné par les projets du cabinet du Premier ministre pour nos voisins du Nord. C'est un cauchemar qui se déroule. C'est quand même assez incroyable. Je veux fournir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités. Les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du Premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas heureux de faire cela, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui veut un avenir meilleur, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. L'autre raison pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient d'aller de l'avant vers leurs objectifs. Donc il y a une convergence globale. Et ils ont également indiqué très clairement que rien n'arrêtera les résultats prévus. Voilà, donc là on a la feuille de route et l'objectif en est défini par les PMO et sur les suivants.
mettre progressivement en place les restrictions du second verrouillage, hein, sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord, puis en s'étendant vers l'extérieur. Alors, encore une fois, ça, c'est ce qu'on voit en France. Restriction du second verrouillage sur une base continue en commençant par les grandes métropolitaines, les grandes régions métropolitaines. C'est ce qu'on voit en France, prévu d'ici novembre 2020. En France, c'est déjà mis en place. Accélérer l'acquisition d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, attendu d'ici décembre 2020. Des installations d'isolement. C'est quand même inquiétant, ça. Et au niveau mainstream, c'est ça que François Asselineau va parler. C'est pour ça qu'on ne l'invite pas. Et d'ailleurs, alors bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan, Florent Philippot ne vont pas parler de ça. C'est maîtrisé. Ou sinon, ils ne seront pas invités. Donc, ils n'iront pas plus loin. Mais et ça, c'est terrible, ça. Hein, peu de gens le savent, mais c'est terrible. Et si vous distribuez ça dans toute la France, et que ce lien-là fait un bruit, au moins, on sera informé, le plus grand nombre possible, et on pourra anticiper, quoi, finalement. Et informer le plus grand nombre. Des nouveaux cas de quotidien augmenteront la capacité, y compris une augmentation des décès liés au Covid, et suivant même les courbes de croissance prévues fin novembre 2020. Verrouillage secondaire complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du première et deuxième phase en cours, prévues d'ici fin décembre 2020, début janvier 2021. Ça, c'est au Canada, oui, mais en France, c'est pareil, puisque c'est une convergence globale. Une convergence globale. Et réforme et extension du programme du chômage en vue du passage au programme de revenu basique universel, hein, prévu d'ici le premier trimestre 2021. Une mutation prochaine du Covid-19 et co-infection avec le virus secondaire appelé Covid-21. Ça, c'est issu du cabinet du Premier ministre canadien. Donc, c'est très sérieux, hein, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé, prévu d'ici février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation, c'est pas du fake, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très sérieux, ça. Et ce qu'on est en train de vivre, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens soient conscients. Et décès liés au Covid-19 et au Covid-21, dépassant la capacité des établissements et eux, ils avancent dans leur projet. C'est pour ça que j'essaie de décrypter dans les économistes. Mais eux, ils avancent. Ils avancent. Les gens sont là et on a l'impression qu'ils sont en train de retard. Nous, on fait tout pour anticiper, on fait tout pour informer le collectif. Maintenant, moi, je partage. Après, bien sûr, si vous partagez, ça fait des branches, ça fait des liens, ça fait plus de monde, quoi. C'est extrêmement important. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre, prévues second trimestre 2021. Hein, des restrictions complètes de voyage seront imposées, y compris entre les provinces et les villes. Transition des individus vers le programme de revenu base universel. Et puis, prévention de rupture des chaînes d'approvisionnement, rupture de stock. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, on a des chaînes YouTube qui parlent de ça, que ce soit Zoé ou alors même Maria, et puis d'autres, hein, même Jim. Et même moi j'en parle, mais hein, faire des stocks. Et, hein, ça c'est prévu second trimestre 2021. Pourquoi second trimestre 2021? Parce qu'il y a un grand reset courant juillet 2021. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils vont profiter par rapport aux événements mondiaux du grand reset. Parce que je pense que les événements mondiaux, il y a plein de choses économiques. Ils vont renflouer, je pense, avec tous ces événements mondiaux, JO, Euro, etc. Et puis après, il y aura le grand reset. Et pourquoi pas avant, on ne sait pas. Ça, c'est un raisonnement, mais déploiement de personnel militaire dans les principales zones, là, c'est complètement loi martiale, ainsi que toutes les routes principales pour établir point de contrôle, ça c'est loi martiale, hein, officielle, attendue pour le troisième trimestre. Là, pour le coup, en fait, moi je pense que comme il y aura malheureusement un chaos social par rapport au confinement à venir, parce qu'on a d'autres informations, mais voilà, hein, on a des informations que fin octobre, on aura un confinement, voire un peu plus tard, mais là ça devient un peu clair. Là, ça devient clair maintenant. Ça veut dire que, en fait, ce lien-là, c'est pour dire qu'il y a même des gens au niveau officiel qui nous donnent les liens maintenant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est incroyable. Alors, mais non, je mettrai en lien, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à partager. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Bien évidemment, moi, je reste vigilant. Vous savez, les économistes me prennent beaucoup de temps parce que c'est extrêmement compliqué de décrypter ce qu'ils mettent en place. En mettant en place un récit pour mieux comprendre, c'est vraiment pas évident.
Je reste vigilant, bien évidemment, par rapport au confinement et les informations qu'on a dans les réseaux sociaux. Les liens, je mets en lien tout ça. N'hésitez pas, et le plus important, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, notamment pour ces liens et surtout pour vos partages, notamment ce lien-là précisément. S'il y a un lien à partager, c'est celui-là pour tout le monde, c'est extrêmement important. N'hésitez pas à mettre vos pouces levés, bien évidemment. Le pourcentage de pouces levés est extrêmement intéressant, je vous en remercie, bien sûr. C'est très important. Et puis pour vos abonnements aussi, vos commentaires aussi, bien sûr. Je vous remercie pour tout ça. Quant à moi, je repars dans mes idées économistes pour le récit, parce que c'est lié aussi par rapport au grand reset, par rapport aux politiciens, au climat, etc. Et la mise en place militaire. Donc, merci à vous et à la prochaine. Merci beaucoup.